bonjour à toutes et à tous. Au Dieu inconnu commence par le départ de Joseph Wayne pour une ferme à Salinas en Californie. Son père, malade, l'avait pressé de rester à ses côtés dans le Vermont, sentant sa propre mort le guetter. Seulement, Joseph aime la nature et veut à tout prix s'établir dans de grands paysages de verdure. Il précipite donc son départ et s'envole pour les fabuleuses terres de Californie. Ses frères Thomas, Bourbon et Benjamin ne tardent pas à le rejoindre suite au décès de leur père. Cet événement marque considérablement Joseph, qui à partir de ce moment-là est persuadé que son défunt paternel s'est réincarné en arbre. Dès lors, il entretient une toute nouvelle relation avec la nature majestueuse qui l'entoure. Ce roman est particulièrement bouleversant du fait que le style de Steinbeck est très novateur. En effet, généralement, Steinbeck ne se lance pas dans des lignes et des lignes de description, ne procède pas à l'analyse profonde du subconscient de ses protagonistes et reste même très terre-à-terre et sec. C'est à une toute autre écriture que s'en remet l'auteur avec « Au Dieu inconnu ». Partagé entre certains passages empreints d'un lyrisme profond et des descriptions toutes plus bucoliques les unes que les autres, la plume du Californien enchaîne les mots et nous entraîne dans une cascade de poésie. Car Au Dieu inconnu est plus qu'un roman, c'est une ode à la nature. Une chanson que se partagent les cyprès et que déclament les hautes herbes. Joseph Wayne se sanctifie. Steinbeck nous place dans la peau d'un témoin d'une miraculeuse sublimation. Et quelle pureté, quelle splendeur que le héros tragique qui se fait divin. Le sacré est d'essence obsessionnelle. Le sacré est le lien, la source, le secret, l'indicible. Le sacré habite l'homme, sinon il n'est qu'une histoire racontée dans les églises. Joseph est habité, il est un prophète sans la parole du Dieu. Joseph monologue. Il a la terre, la vie et la mort pour seule réponse. Il s'invente des signes. Cela n'est pas suffisant pour établir la prophétie, pour être sûr du Dieu. Le Dieu inconnu est celui d'une nécessité incertaine. L'essence de la divinité est l'incertitude, car la vie, la fécondité de la terre sont incertaines, fragiles, éphémères. Joseph se bat en même temps avec et contre le Dieu inconnu. Tout Dieu attire et repousse en même temps. Toute naissance se risque à la mort. Steinbeck raconte la rencontre de l'obsession et de la contingence. Toute tragédie humaine, toute croyance en un quelconque destin fait son lit dans cette obsession sans Dieu. Dieu ne donne pas les mots manquants, il ne dit pas s'il y a un secret qui préside à la contingence. Dieu montre seulement la nécessité qui s'accorde mal à l'obsession humaine, d'où le malheur, la condamnation à exister. Joseph voudrait que le Dieu de la contingence soit un Dieu de nécessité et qu'il lui révèle le secret de la vie. Mais il ne saurait y avoir un Dieu de la nécessité. Seul règne le Dieu inconnu. Joseph a besoin du lien avec le Dieu qui rend la terre féconde. Joseph promet une descendance non à Dieu, mais à la terre, au Dieu inconnu. Là où se trouve la source de la vie, se trouve le Dieu de Joseph. Joseph croit aux mystères et aux secrets. Il croit aux signes. Son obsession est une religion. Joseph parle au Dieu inconnu et vit avec lui. Pour toute la communauté, il est le sens de la terre, un guide, une incarnation. Il est le Dieu inconnu fait homme. En s'accouplant avec Joseph, les femmes reçoivent le baptême de la terre. Joseph donne la paix de l'origine, il sait la nécessité, il craint la contingence. Les signes lui parlent du nécessaire. L'absence de signes est le signe du malheur, du tarissement de la vie, de la désertification. Au plus dur de la sécheresse, Joseph entretient jusqu'au dernier instant la mousse verdoyante du rocher, non parce que là est encore la source de vie, mais d'abord parce qu'il faut entretenir le signe, la parole du Dieu inconnu. La colère du Dieu n'est rien à côté de l'absence de signe. La racine indo-européenne est pag, qui veut dire attaché, fixé. Les hommes s'attachent à la terre, ils se fixent ensemble dans le pagus, qui est le village des païens. Les païens croient que les dieux président à la fécondité de la terre. Les païens habitent le pays, ce sont des paysans.
Ceux qui peuvent demeurer attachés à la terre vivent dans la paix du pays. Cultiver la terre, c'est cultiver la paix. Pag, la paix du pays, la paix de la terre. Païen, paix, pays, paysan. Le salut du païen vient de la terre et de tous les cycles de la nature, tandis que les chrétiens inventent le salut supraterrestre qui se passe de l'amour de la terre. Le chrétien est un pèlerin, il va à la rencontre non de la terre, mais des hommes. Le païen peut sacrifier l'homme pour la terre, le chrétien peut sacrifier la terre pour l'homme. La paix est le sacrifice de l'homme pour la terre. Joseph sait que tous les vivants sont une émanation de la terre, sa progéniture. Mais la terre est fragile, sa fécondité est sans cesse menacée par d'autres dieux très puissants. Et la terre n'est féconde pour l'homme que si leur accouplement est possible. Joseph a un lien privilégié avec sa terre. Il en est le protecteur et l'accoucheur. Il sent obscurément qu'il est le sacrifice que la terre attend de lui. Telle est l'ultime révélation du roman de Steinbeck. C'est en sacrifiant au Dieu l'obsession de vivre, l'obsession du cygne, que le sang fécondera de nouveau la terre. L'homme ne peut demeurer uni à la terre qu'en s'offrant à elle. Les morts, ils ne s'en vont pas. J'ai compris que ce pays était peuplé de fantômes. Non, ce n'est pas ça. Les fantômes sont de pâles reflets de la réalité. Ce qui vit ici est plus réel que nous. C'est nous, les fantômes de cette réalité-là. John Steinbeck, au Dieu inconnu. Lawrence a écrit « L'homme qui aimait les îles », l'histoire d'un homme qui n'est véritablement chez lui qu'en habitant l'île toujours plus étroite de sa solitude. Lawrence nous rappelant que nous affrontons d'abord la solitude, même et surtout en désirant la vie. Steinbeck a écrit « L'homme qui aimait la terre », au Dieu inconnu, l'histoire d'une autre solitude, d'une autre obsession. Qu'est-ce qui peut lutter au mieux contre la solitude si ce n'est l'obsession, et en particulier l'obsession de la lutte elle-même? Et l'on pense à ces autres fous, ceux de Faulkner, ceux de Dostoïevski. Il y a 3 frères Karamazov, il y a 4 frères Wayne. La lutte, l'obsession, la littérature. Dans les années 1950 et 1960, plusieurs intellectuels américains croyaient qu'il y avait une immoralité très puissante qui minait la vie américaine. Il est vrai que plusieurs problèmes sociaux commençaient à sévir aux États-Unis, ce qui pouvait les amener à dresser un pareil constat. Précisons que le nombre d'homicides, de divorces et d'admissions en instituts psychiatriques ne cessait d'augmenter à partir de la fin des années 1950. Cette tendance se poursuivit tout au long des années 1960. Cette situation amena les intellectuels comme Steinbeck à se demander quelle était la cause de ce déclin de la moralité publique et comment faire pour y mettre fin. Pour Steinbeck, outre le fait qu'il en était témoin, cette idée d'immoralité provenait en partie de sa relation étroite avec Stevenson, pour qui il avait presque de la vénération. Bien que Stevenson n'eût qu'une influence limitée dans les années 1960 en tant qu'ambassadeur à l'Organisation des Nations Unies, celui-ci fut soutenu par des intellectuels libéraux tels que Reinhold Niebuhr, Steinbeck et Schlesinger. Stevenson croyait que la nation américaine s'enlisait moralement dans la médiocrité à cette époque et qu'elle devait réagir pour y mettre fin. Pour lui, la présidence ennuyante d'Eisenhower et la trop grande confiance en soi des Américains l'expliquaient. Lors d'un discours qu'il fit en 1959, il proposa quelques solutions pour y remédier. Solutions que Steinbeck lui-même allait sensiblement envisager. Ce n'est que par une pensée intense, un grand effort, un idéalisme brûlant et un sacrifice illimité que la liberté a prévalu en tant que système de gouvernement. Et les efforts qui ont été nécessaires pour la créer sont tout aussi nécessaires pour la maintenir à notre époque. À la suite d'un voyage en Union des républiques socialistes soviétiques, à la fin des années 1950, Stevenson discuta de cette immoralité avec Albert Schweitzer. Pour ce dernier, l'homme vivait la période de l'histoire la plus dangereuse de toutes,
car il avait réussi à contrôler la nature avant d'apprendre à se contrôler lui-même. Stevenson, pour sa part, comparait les Soviétiques aux Américains. Il soutenait que pendant que les Russes tiraient sur tout ce qui fait du bruit autour, les Américains avaient changé leur poursuite du bonheur en une chasse aux biens de consommation. Il s'inquiétait toutefois plus de la menace des Russes. La tyrannie extérieure avec un but peut finir par triompher de la tyrannie intérieure, sans but, d'un mode de vie confus. Stevenson déplora aussi que les médias de masse réussissaient très bien à encourager cette quête des biens matériels, tout en montrant un minimum de responsabilité sociale. Le père boit joyeusement sa bière préférée. La mère caresse rêveusement des vêtements doux qui viennent d'être rincés avec un nouveau détergent merveilleux. Les enfants réclament gaiement de la fosse du barbecue, une sauce célèbre pour leur steak. Stevenson reprenait ici l'inquiétude de Steinbeck sur l'hypnotisme et le puissant pouvoir de contrôle de la télévision sur l'esprit des gens. Inquiétude qu'il avait émise dans les médias écrits au milieu des années 1950. En 1961, il parlait encore du pouvoir anesthésique de la télévision en entrevue dans le Sunday Times. Steinbeck déclara « Vous avez remarqué l'expression des gens lorsqu'ils le regardent ? Comme un cochon quand on lui tranche la gorge. » La télévision allait être un élément important dans la diffusion de cette immoralité pour Steinbeck. Il est fort possible qu'Edward Murrow, animateur de radio et de télévision et futur directeur de l'Agence d'information des États-Unis, ait influencé Steinbeck à ce propos. Murrow avait pensé inviter à son émission la crème des intellectuels tels que Steinbeck pour hausser le niveau intellectuel de l'émission, mais les producteurs avaient refusé. Murrow jugeait la télévision comme un média de faible niveau intellectuel. Cette prétendue uniformité et médiocrité inquiéta aussi Steinbeck. Celui-ci croyait que ce phénomène minait la vie américaine dans plusieurs domaines, ce qui rappelle également les propos de Tocqueville lors de son voyage aux États-Unis. Outre MacDonald, Steinbeck faisait aussi écho aux autres intellectuels qui écrivaient après 1945 à propos de ce sujet, comme David Riesman avec The Lonely Crowd ou William White avec The Organization Man, et qui expliquaient les raisons de cette homogénéité. Steinbeck s'inquiétait que les régionalismes étaient sujets à disparaître au profit d'une langue plus nationale, en raison de l'amélioration des communications. Steinbeck y alla également de commentaires dans le même sens que ceux de son ami John Kenneth Galbraith, qui dénonçait les effets des grandes dépenses dans le secteur privé. Steinbeck critiqua également la médiocrité des produits de consommation, comme les voitures. Il expliqua que les compagnies souhaitaient que l'usure soit rapide pour que les gens consomment plus. L'auteur critiqua aussi les effets négatifs de la technologie, qui encourageait la paresse et menait à une médiocrité et à une uniformité. Par exemple, l'usage des machines distributrices ou de l'emballage des produits qui faisait que les saveurs tendaient à disparaître et à se ressembler. Selon lui, la situation était semblable en littérature. Les bandes dessinées dominaient et les livres, journaux et revues abondaient de sexe et de crimes. Ajoutons que la radio présentait une nourriture intellectuelle tout autant impersonnelle et uniformisée. De façon semblable à MacDonald, il regrettait que celle-ci, la télévision, encore une fois, et le cinéma, ces « merveilles stériles », comme il les appelait, remplaçaient le théâtre. Loin d'être mauvais, le théâtre permettait un contact direct entre les acteurs et l'auditoire. Pour ce qui était de la politique, les gens s'y intéressaient peu, émettant peu d'opinion. Steinbeck fit remarquer que même s'il critiquait ces changements, il croyait qu'il ne fallait pas les regretter, sinon les gens n'en seraient que malheureux. L'écrivain se demandait simplement pourquoi le progrès ressemblait tant à la destruction. Il regrettait toutefois amèrement que les villes et les rivières fussent de plus en plus polluées par les industries.
que celle-ci produisait trop de bruit dans les villes et que les détritus s'y amoncelaient à cause du gaspillage des gens. Pour remédier à ce dernier problème, Steinbeck proposa plutôt la réutilisation. Il regrettait que les forêts fussent détruites pour créer un nouveau développement urbain et louait les efforts de particuliers, d'associations ou d'organismes qui protégeaient les séquoias, ces arbres géants de la côte ouest américaine. Steinbeck allait aussi être optimiste quant aux possibilités de sortir les Américains de l'immoralité dans laquelle il les croyait plongés. En décembre 1959 et en mars 1960, Steinbeck accepta de publier une lettre qu'il avait envoyée à Stevenson dans les journaux Newsday et Coronet. L'auteur critiquait l'immoralité des Américains, visible avec les scandales télévisés des quiz shows, comme cela avait été le cas peu avant avec le professeur de l'université Columbia Charles Van Doren, accusé d'avoir triché. Ces shows truqués montraient l'idée essentielle de Steinbeck à propos de cette immoralité. Les Américains aspiraient trop à vivre dans la richesse, et ils voulaient y arriver dans le moins de temps possible et avec le moindre effort. L'auteur appela ce désir le fast buck. Ceci les amenait à être cupides, matérialistes, cruels et violents. Steinbeck ajouta donc un commentaire très sombre à la thèse de John Kenneth Galbraith dans The Affluent Society. Ajoutons que Steinbeck critiqua aussi l'immoralité qui se voyait dès le berceau pour de nombreux Américains et qui s'étendait jusque dans les corporations et au gouvernement, là où les disputes et les mensonges étaient vus comme des vertus et l'honnêteté comme une faiblesse. Steinbeck fit même un lien entre les problèmes psychologiques et cette immoralité aux États-Unis. Il déclara « Ayant trop d'argent, ils dépensent leur argent et passent des heures sur le canapé ». Plus loin, il ajouta une phrase qui résumait sa pensée sur le danger pesant sur les Américains. « Si je voulais détruire une nation, je lui donnerais trop et je la mettrais à genoux, misérable, avide et malade. » Selon lui, seule une catastrophe pouvait aider les Américains à s'en sortir. De cette façon, les enfants auraient un avenir et seraient de bons et honorables citoyens. Par suite de cet article qui attira les critiques d'intellectuels comme Reinhold Niebuhr et qui fut qualifié d'artillerie lourde par l'auteur, Steinbeck répondit dans un second article. Steinbeck se défendit d'avoir généralisé. Pour lui, il ne montrait que ses impressions dans une lettre à Stevenson. Il répondit aussi aux nombreux lecteurs qui lui écrivirent pour dire qu'ils étaient d'accord avec lui. Steinbeck ajouta que ceux-ci, regroupant des adultes et des jeunes, et qui étaient plus ou moins éduqués, montraient bien que le problème de l'immoralité aux États-Unis ne touchait pas seulement les intellectuels. L'écrivain précisa que ces jeunes avaient d'autant plus raison de s'inquiéter que c'était eux qui allaient hériter de ces problèmes. Steinbeck traita en détail de cette obésité morale qui effrayait tant de personnes et qu'on voyait concrètement dans les journaux avec le grand nombre de crimes ou sur la route lorsque les usagers de celle-ci s'insultaient. Il admit qu'il ne détenait pas la solution, mais qu'il était essentiel de connaître un problème si l'on voulait y remédier. Steinbeck croyait que cette raison était d'autant plus importante qu'historiquement, les grandes nations qui avaient trop mis l'accent sur l'individu ou sur le soi avaient toutes disparu. Selon lui, si la moralité était trop faible, la nation était finie. Afin de bien illustrer la situation morale aux États-Unis, Steinbeck fit le parallèle avec un boxeur saoul qui combat contre son ombre. Il expliqua que la technologie s'était développée trop vite et que les gens, ne voulant pas s'autodétruire, se lançaient alors dans des activités inutiles comme la conquête de l'espace, tandis que plein de ressources sur la Terre demeuraient inexploitées. Cette compétition indirecte avec les Russes pour l'espace montrait aussi que les Américains étaient peureux. Plusieurs étaient aussi des peureux infantiles, comme Charles Van Doren, car seuls les enfants ne disent jamais non à des gâteries.
Dans The Winter of Our Discontent, qui parle également des tricheries des quiz shows, Steinbeck reprit cette idée que la recherche du profit faite avec le moindre effort rendait les gens petits moralement. Ce dernier roman de Steinbeck est le seul ouvrage de fiction qu'il écrivit dans les années 1960 et qui reflétait bien ce manque de moralité qu'il dénonçait dans ses écrits. Dans cet ouvrage, le personnage principal, Ethan, est témoin de plusieurs actes malhonnêtes commis par le maire, le juge, le banquier et le propriétaire de l'épicerie où il travaille. Il est aussi tenté par d'autres de commettre de tels actes, comme accepter des pots de vin, tromper sa femme et voler une banque. La morale de cette histoire est que cette tentation de corruption peut toucher tout le monde et détruit plus qu'elle ne rend les gens heureux. Le personnage principal, tenté à plusieurs reprises de commettre des actes immoraux, finit par accepter de voler une banque, mais doit abandonner son plan lorsqu'un agent du gouvernement le rencontre pour qu'il réponde à des questions à propos de son patron. Peu après, Ethan apprend que son fils, qui vient de gagner au concours J'aime l'Amérique, a triché en copiant des discours célèbres. Un agent du concours rencontre Ethan et lui dit qu'il est trop tard pour réagir et que le récent scandale de Van Doren les amène à devoir se taire. Finalement, sa fille lui dit que tout le monde agit ainsi, même lui doit avoir été malhonnête. Il ira ensuite se suicider pour mettre fin à un désespoir évident face à un monde qu'il juge si sombre, si immoral et responsable de sa propre corruption. Il est évident que ce roman contient l'ensemble des considérations à propos de l'immoralité aux États-Unis que Steinbeck dénonçait à ce moment-là dans la non-fiction. Steinbeck précisa toutefois dans le Newsday qu'il y avait quantité de gens qui ne souffraient pas de ce problème moral, qui pensaient aux autres. Selon lui, ces personnes étaient bien souvent celles qui étaient les plus pauvres. J'ai constaté qu'un homme affamé est plus enclin à partager son peu qu'un homme bien nourri. L'homme qui n'a pas connu la douleur n'est pas susceptible d'aider son voisin blessé. Steinbeck conclut en demandant quelle pouvait être la raison de vivre des Américains. Était-ce pour le tout nouveau ouvre-boîte électrique? Comme nous pouvons le voir, Steinbeck continua à s'intéresser aux opprimés, qu'il jugeait bien souvent supérieurs aux nantis sur le plan moral. Steinbeck s'inquiétait aussi du fait que les gens s'intéressaient beaucoup aux actes immoraux dans l'actualité. Dans Travels with Charlie, par exemple, il s'inquiétait de ce que les gens s'intéressaient plus aux criminels qu'aux gens vertueux, tels que les étudiants sérieux ou l'honnête comptable. Il donna également comme exemple les gens souhaitant voir plus de sang lors des combats de boxe, des corridas ou des accidents routiers. L'auteur se demandait même si la violence n'était pas un des fléaux des sociétés industrialisées comme les États-Unis. Pour sa part, il croyait néanmoins en la sainteté latente des humains et refusait de généraliser cette observation. Paradoxalement, Steinbeck croyait que les médias exploitaient ce besoin révoltant en misant sur les gens qui acceptaient ou encourageaient ce type de comportement et montraient très peu ceux qui s'y opposaient. Il pensait qu'il était possible que ces derniers fussent peu visibles parce qu'ils se taisaient ou parce que les médias ne les jugeaient pas suffisamment dignes d'intérêt, ce qui donnait une fausse réalité d'acceptation de situations d'injustice afin de favoriser leur popularité. John Steinbeck nous offre une réflexion sur la relation entre nature, culture et société dans la littérature américaine des années 30. Il est l'écrivain des ambivalences des rapports homme-nature, individu-société, fort faibles. Il s'attache à montrer dans ses romans des années 30 le quotidien de petits blancs dans des sociétés rurales vulnérables. La place des éléments météorologiques, dont le vent, permet une lecture holistique de son œuvre. Les hommes s'inscrivent tantôt dans la nature avec les autres vivants, tantôt contre elle, ce que Steinbeck dénonce en pointillé. Ces fictions, largement inspirées par sa propre vie, lui permettent de développer les idées de divers courants religieux et politiques visant à dénoncer la disharmonie engendrée par la conquête de l'Ouest.
Mais il ne propose aucune solution claire qui permettrait une appropriation de l'espace par tous les vivants dans la sérénité. Il rend compte des diverses expérimentations de son temps, même si aucune ne le satisfait pleinement. La nature est-elle foncièrement bonne? Est-elle plus harmonieuse quand elle est peu densément peuplée, comme les grandes plaines des Indiens, voire quand les humains en sont exclus, comme dans les parcs naturels? Comment faire pour que tous les vivants se sentent respectés et qu'aucune hiérarchie ne vienne rompre l'équilibre entre riches et pauvres? La propriété est-elle un gage de discorde, comme pour les paysans sans terre? Au final, comment habiter la terre? Autant de questions qui restent sans réponse dans les romans de Steinbeck. Bigel parle de vision ambiguë, quelque peu paradoxale de la relation homme-nature dans ses œuvres de fiction. Lu dans toutes les langues aujourd'hui, Les raisins de la colère fut décrié et attaqué par un membre du Congrès. Pour mieux faire accepter la critique de la conquête des terres supposées vierges par les anciens émigrés de la côte Est, la version cinématographique de John Ford imagine une fin optimiste qui accompagne mieux la philosophie positive du New Deal de Roosevelt. Steinbeck décrit très bien les paradoxes de l'Amérique et des Américains sans être trop sulfureux du point de vue moral et politique. Bien qu'holiste, écologiste et défenseur des opprimés, il représente un consensus qui justifie sans doute son prix Nobel et son succès contemporain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.